L'immobilier, la pierre, un investissement phare qui est prôné depuis maintenant bien longtemps. Et pourtant, si je vous disais que ça ne vaut pas forcément le coup comme investissement en lui-même, enfin, pas toujours. C'est exactement ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ok. Imaginons Paul qui vient de gratter son ticket de loto comme chaque matin, et ce matin-là, boum, il gagne 100 000 euros. Ceci n'est évidemment pas un conseil en investissement, je ne pense pas que le loto soit un très bon investissement, mais il me fallait bien un exemple. Bref, il n'empêche que notre cher Paul a maintenant 100 000 euros dans sa poche. À présent, intelligemment, Paul se dit qu'à l'instant T, il n'a pas besoin de cet argent pour vivre, étant jeune et ayant une plutôt bonne situation. Il souhaite alors investir ses 100 000 euros. Option A, Paul se dirige naturellement vers l'immobilier, mais sans crédit, car emprunter c'est mal, c'est ce que lui répète sa famille depuis toujours. Il va alors acheter un studio cash, avec frais de notaire compris, à 100 000 euros. Il percevra avec 450 euros par mois de loyer, ce qui fait 5 400 euros par an. Le rendement brut de cet investissement est donc de 5 400 euros de revenus perçus par an, divisé par 100 000 euros investis, égale 5,4%. Mais attendons avant de nous emballer pour Paul, car on parle bien ici de rendement brut. Il faut retirer ensuite la taxe foncière, les charges de copropriété, l'entretien, et si Paul n'optimise pas la fiscalité, on peut aussi retirer quelques impôts potentiellement. Et pour couronner le tout, Paul devra gérer aussi ses locataires avec tout ce que cela implique. Maintenant, option alternative, Paul aurait pu investir ses 100 000 euros en bourse. Avec un horizon de temps long terme et un portefeuille très diversifié et performant, il pourrait viser le rendement historique de la bourse mondiale qui est de 8% avant impôt. Avec ce rendement de 8% avant impôt, en 10 ans, 100 000 euros deviennent 215 000 euros, en 20 ans, 100 000 euros deviennent 466 000 euros. Et cela sans aucun effort, zéro gestion, zéro locataire, zéro contrainte. Cet investissement est totalement passif et Paul bénéficie en plus d'un très fort intérêt composé. De plus, il peut récupérer son cash et tout vendre en un clic sur son téléphone à tout moment. S'il veut vendre son bien immobilier, il doit mettre l'annonce, faire des visites, négocier, aller chez le notaire, etc. etc. Bon, attention quand même, je précise, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais les faits sont là. Alors, quelle option vous donne le plus envie sur le papier? Ou plutôt, laquelle vous recommanderiez à Paul de choisir entre l'option 1 et l'option 2? La conclusion de cette histoire, c'est que sans effet de levier, dans beaucoup de cas, l'investissement immobilier n'est clairement pas à privilégier. Alors attention, j'ai dit dans beaucoup de cas, car on peut très bien avoir des rendements très importants en immobilier, pas de généralité, je me base ici sur des moyennes. Car ici, pour nuancer mon propos, en premier, je ne prends pas en compte le potentiel de valorisation du bien immobilier de Paul, qu'il pourrait revendre plus cher à terme, et 2, je compare cet investissement vers un autre investissement performant comme la bourse. Mais entre faire comme Paul dans l'option 1 et acheter cet appartement cash ou laisser mourir ses 100 000 euros sur un compte courant où il est victime de l'inflation, ça reste toujours mieux d'acheter l'appartement. Maintenant, une fois cela dit, si Paul voulait vraiment faire de l'immobilier rentable, voici ce qu'il aurait dû faire. Sur ces 100 000 euros, Paul aurait pu en prendre 20 000 et aller à la banque avec un apport pour emprunter les 80 000 euros restants. Il aurait acheté le même studio et il aurait perçu, comme tout à l'heure, 450 euros par mois de revenus, égale 5 400 euros par an. Il aurait donc emprunté 80 000 euros et avec les taux actuels sur 25 ans, cela fait des échéances d'environ 420 euros par mois. Donc Paul n'aurait perçu aucun revenu dans sa poche ici sur le court terme. Sauf qu'ici, Paul utilise le puissant mécanisme de l'effet de levier. Si on calcule le rendement de cette opération, on est toujours sur 5 400 euros par an de revenus perçus avec l'appartement, divisé par la somme investie, qui est ici de 20 000 euros, car Paul n'a réellement sorti que 20 000 euros de sa poche. Donc 5 400 divisé par 20 000 égale 27% de rendement brut. Là, ça devient plus intéressant et ça commence à valoir bien le coup d'accepter les nombreuses contraintes de l'immobilier. Car en plus de cela, avec les 80 000 euros qu'il n'a pas mis comme apport, il peut en plus les investir en bourse, comme tout à l'heure, et faire une pierre deux coups. Ici, Paul utilise l'effet de levier bancaire qui est la vraie valeur ajoutée de l'investissement immobilier. Maintenant, attention, quelques points sont à prendre en compte. Qui dit effet de levier, dit crédit à rembourser, avec un taux d'intérêt comme on l'a vu précédemment. Donc évidemment, cela est valable uniquement si je suis avec un effet de levier positif. Et donc si j'emprunte par exemple à 2,5% pour un investissement à 6% de rendement. Sinon, c'est tout simplement un gouffre financier. L'effet de levier n'est donc valable que si le rendement global de l'opération est supérieur au taux d'emprunt. Deuxième élément, qui dit crédit dit échéance à rembourser tous les mois, ce qui diminue donc le cash disponible de Paul. C'est pourquoi, en investissement immobilier, on essaie toujours de trouver le meilleur rapport entre d'un côté, maximiser son effet de levier bancaire, tout en conservant de l'autre côté un cash flow acceptable. Le cash flow étant combien il vous reste concrètement à la fin du mois, après avoir perçu votre loyer, remboursé votre échéance à la banque et payé toutes vos charges. Précisément, le cash flow va être égal à loyer perçu, moins mensualité d'emprunt avec intérêt,
moins taxes foncières mensualisées, moins charges de copropriété mensualisées, moins assurance propriétaire non occupant PNO, moins charges d'entretien, coûts de gestion locative, etc., etc. Vous avez compris, le but est de tout prendre en compte. Plus j'emprunte, plus la partie mensualité d'emprunt augmente et donc mon cash flow diminue. Et cela permet d'ailleurs aussi de répondre à la question qu'on voit souvent, est-ce que je dois mettre un apport sur mon crédit et si oui, de combien? Le montant idéal d'apport est le juste équilibre entre plusieurs variables. Première variable, ce qui vous permet déjà tout simplement d'avoir l'emprunt, car de plus en plus de nos jours, un apport peut être exigé par la banque. Deuxième variable, le montant qui maximise quand même votre effet de levier, car encore une fois, c'est le but premier d'une opération immobilière. Donc par exemple, 40-50% d'apport, ça ne vaut clairement pas le coup dans la grande majorité des cas. Et troisième variable, le montant qui vous permet quand même de vous en sortir aussi avec un cash flow acceptable. Et bien évidemment, c'est à ce stade que la valeur intrinsèque de votre investissement immobilier rentre en jeu. Car plus vous allez réaliser une opération rentable, plus elle vous permettra de maximiser votre effet de levier en mettant que très peu d'apport, tout en ayant un cash flow correct. L'enjeu en immobilier est donc de trouver le juste milieu entre un cash flow acceptable, voire dans le meilleur des mondes un cash flow positif, et un bon effet de levier. C'est tout l'enjeu d'une bonne opération immobilière. Dans le cas de Paul, pour l'aspect fiscalité, on peut aussi largement l'optimiser. Par exemple, si Paul loue son bien meublé, il pourra opter pour des niches fiscales comme le LMNP au réel, qui lui permettra concrètement de ramener son revenu imposable à 0 € sur une certaine période. Il y a donc aussi des niches fiscales intéressantes à exploiter pour bénéficier pleinement du rendement de son opération. Il y a même beaucoup plus de leviers sur la fiscalité en immobilier que sur la majorité des autres placements, tout simplement car c'est aussi voulu par l'État. La réalisation de travaux, par exemple, est une énorme niche fiscale en France, car cela vous permet d'acheter un bien moins cher, de réaliser les travaux pour le faire prendre en valeur et de déduire entièrement le coût des travaux de votre revenu imposable. Ça vous permet de minimiser votre fiscalité sur cet investissement et ça permet à l'État d'avoir des investisseurs qui rénovent le parc immobilier à leur place. En définitive, l'investissement immobilier, c'est donc un bon investissement, oui, à condition de faire une opération qualitative en utilisant un effet de levier positif. Pour moi, la conclusion est que sauf dans le cas des opérations super rentables, car il y a toujours des exceptions, donc pas de généralité, mais dans la majorité des cas, sans effet de levier et donc sans emprunt bancaire, l'immobilier ne vaut pas le coup vs des placements comme la bourse. Un mix d'effets de levier en immobilier et de placements à intérêt cumulé comme la bourse est notamment donc une stratégie très puissante sur le long terme. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, je peux t'inviter à t'abonner pour plus de contenu sur l'investissement et tu retrouveras aussi dans le premier lien en description une formation 100% gratuite pour apprendre à définir et à mettre en place une stratégie d'investissement sur mesure et optimisée. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye.